Trois types d'anomalies peuvent expliquer cette maladie. On retrouve d'abord une dégénérescence des neurones dopaminergiques. Ensuite, il y a une présence d'agrégats anormaux de protéines, corps de Lewy. Finalement, d'autres anomalies de structure neuronale sont présentes. Contrairement à la majorité des affections neurodégénératives, les experts s'entendent sur la principale anomalie à la base de cette maladie, soit la dégénération des neurones dopaminergiques. Ces neurones bien spécifiques se trouvent dans la substance noire, structure située dans la région supérieure du tronc cérébral à la base du cerveau. La dopamine est le neurotransmetteur impliqué dans la communication neuronale au niveau de la substance noire. Chez une personne atteinte du Parkinson, la destruction progressive des neurones présents dans la substance noire entraîne une baisse de libération de dopamine. Ainsi, une quantité moindre de molécules de dopamine se fixe au récepteur postsynaptique, ce qui entrave la transmission de l'influx nerveux et le dysfonctionnement du nerf du cerveau vers laquelle les neurones dopamine. Il s'agit du système extrapyramidal, ou ganglion de la base, qui reçoit et interprète les influx provenant de plusieurs aires cérébrales, constituant les systèmes sympathiques et parasympathiques, afin de sélectionner, contrôler et produire les mouvements. C'est pourquoi la perte de neurones de la substance noire produisant de la dopamine engendre des troubles moteurs chez les personnes. Une autre anomalie remarquée dans la substance noire des Parkinsoniens est la présence d'agrégats anormaux de protéines, appelés corps de Lewy, à l'intérieur de certains neurones dopaminergiques survivants. Les corps de Lewy sont d'ailleurs souvent observés chez des patients souffrant d'autres maladies dégénératives. Par contre, l'importance de ces structures dans la maladie de Parkinson est incertaine. Ce qu'il reste à déterminer, c'est si ces corps de Lewy sont la réponse d'un mécanisme protecteur sur des neurones subissant du stress ou s'ils constituent plutôt un mécanisme pathologique causant. Exposons maintenant les symptômes liés à la maladie. De manière plus marquée, il y a tout d'abord la présence d'atteintes motrices chez les personnes touchées. En effet, lorsqu'on pense au Parkinson, la présence de tremblements est probablement la première image nous traversant l'esprit. Ce symptôme est en effet caractéristique des individus parkinsoniens. Par contre, d'autres symptômes moteurs se manifestent bien avant celui-ci, comme la lenteur des mouvements, appelée bradykinésie. Cette dernière rend l'exécution des mouvements moins fluide et laborieuse et affecte aussi l'écriture. Une personne souffrant de cette maladie peut également présenter des difficultés d'élocution et de la dysphagie. D'autres symptômes moteurs, tels qu'une rigidité musculaire et des déséquilibres posturaux, peuvent également apparaître plus tard dans la maladie. Cette liste n'est donc. Au niveau des symptômes non moteurs, souvent moins apparents, on peut retrouver des déficits cognitifs. Ceux-ci sont présents dans les stades plus avancés de la maladie seulement et ont un impact sévère au niveau du langage, du fonctionnement visuo-spatial, de la mémoire à long terme, ainsi qu'au niveau des fonctions exécutives. Les risques de dépression sont également augmentés, de même que les risques de psychose accompagnés d'hallucinations. Au départ, les Parkinsoniens seraient conscients de l'irréalisme de leurs hallucinations, mais la progression de la psychose pourrait être aggravée par la prise de médications pour lutter contre la maladie. D'autres symptômes non moteurs, tels que des troubles cardiovasculaires, des troubles de la miction au niveau sexuel et une diminution des sens de l'odorat et du goût, entre autres choses, peuvent se manifester dans la maladie de Parkinson. Finalement, des troubles du sommeil liés autant aux symptômes moteurs que non moteurs peuvent généralement être observés chez les individus atteints. Les causes de la maladie de Parkinson sont peu connues à ce jour, mais il existe cependant des hypothèses relatives à celle-ci. Il est important de mentionner que les causes sont une combinaison entre des facteurs génétiques. Il existe une dizaine de gènes associés à des mutations qui pourraient être impliquées dans la maladie du Parkinson. Parmi eux, on retrouve les gènes suivants: LRRK2, alpha-synucléine, Parkin, PINK1 et plusieurs autres. Parkin et LRRK2 sont ceux dans lesquels des mutations, telles un réarrangement d'exons ou des mutations ponctuelles parmi une centaine d'autres possibilités, sont le plus fréquemment observées. D'autres chercheurs pensent plutôt que ce seraient les cellules immunitaires lymphocytes T qui entraîneraient la dégénérescence des neurones impliqués dans le contrôle du mouvement. Des recherches proposent que le rôle de certains ions, par exemple le fer, causerait un stress oxydatif qui pourrait être responsable de la destruction de lipides et de protéines, incluant des neurones présents dans le cerveau.
Parmi les facteurs de risque reliés à la maladie, on s'intéresse notamment à l'âge, le sexe, le territoire, les désordres affectifs et l'exposition aux pesticides et herbicides. En effet, il semble que les hommes soient plus à risque de développer la maladie de Parkinson que les femmes, surtout dans le groupe d'âge de 50-59 ans. La prévalence est de 134 hommes et 41 femmes sur 100 000 individus. Dans la cour des 70-79 ans, cette maladie est moins fréquente en Asie qu'en Amérique du Nord, en Europe et Australie. Il y a aussi une association entre les traits de personnalité d'un individu et le Parkinson, mais seulement en ce qui concerne l'anxiété et le pessimisme. Il n'y aurait pas de relation entre les traits dépressifs et l'augmentation du Parkinson. Quant à l'exposition aux herbicides et pesticides, elle pourrait constituer un facteur de risque lorsqu'elle est répétée dans les cas d'habitation rurale ou de profession en agriculture par exemple. À noter qu'il y a une controverse quant aux réelles influences des métaux tels que l'aluminium, le plomb ou le mercure. La prise de médicaments neuroleptiques, antipsychotiques ou antagonistes dopaminergiques ainsi qu'un traumatisme crânien seraient des causes possibles du développement du Parkinson. Présentons maintenant les traitements pharmacologiques. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement permettant de guérir la maladie de Parkinson. Il est toutefois possible de retarder son évolution et de contrôler. Tel que mentionné précédemment, le Parkinson est caractérisé par une diminution de la libération de dopamine dans le cerveau, ce qui occasionne un dysfonctionnement de celui-ci. Une question se pose alors, est-il possible d'augmenter les doses disponibles de cette fameuse dopamine? Et surtout, comment peut-on y arriver? Globalement, il existe trois moyens permettant d'augmenter les doses en dopamine disponibles pour le cerveau. Tout d'abord, fournir un apport en dopamine. Ensuite, diminuer la dégradation de la dopamine. Finalement, lutter contre les conséquences d'un déficit en dopamine. Certains traitements pharmacologiques permettent de pallier au manque de ce neurotransmetteur en fournissant un apport en dopamine au niveau cérébral. Il s'agit des médicaments antiparkinsoniens. Leur utilisation permet de limiter les conséquences sur l'équilibre des grands systèmes neurohormonaux du corps humain. À première vue, l'administration directe de la dopamine aux personnes atteintes de Parkinson semblerait la solution facile et logique. Cela n'est toutefois pas aussi simple, la dopamine n'étant pas en mesure de traverser la barrière hémato-encéphalique. On utilise alors son précurseur, la levodopa, qui lui a la possibilité d'atteindre le cerveau et agir directement sur celui-ci afin d'augmenter la production de dopamine. En fait, une fois qu'il a traversé la barrière hémato-encéphalique, la levodopa se transforme en dopamine, à l'endroit où le cerveau est en déficit. Pour la conception des médicaments, on associe toujours la levodopa à une autre molécule, soit le benzérazide ou encore le carbidopa, afin d'empêcher sa dégradation. À défaut, la levodopa serait détruite par une enzyme, la L-dopa-décarboxylase, limitant alors la quantité pouvant atteindre le cerveau. Or, cette enzyme est inhibée par le benzérazide et le carbidopa, qui eux ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. En conséquence, une plus grande quantité de levodopa est disponible pour la conversion en dopamine dans le système nerveux central. La présence de carbidopa dans le médicament a l'avantage de réduire les effets secondaires les plus communs de la dopamine, soit les perturbations gastro-intestinales. Le médicament constitué de levodopa et de benzérazide carbidopa se nomme Sinemet et s'avère le médicament le plus utilisé et le plus efficace à l'heure actuelle pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Comme effet bénéfique, on note entre autres qu'il améliore presque toujours les symptômes moteurs périphériques qui se présentent chez le parkinsonien. De plus, ce traitement augmenterait l'espérance de vie des patients d'environ 5 ans. Le médicament n'est toutefois pas parfait. Au fur et à mesure de la progression de la maladie, la thérapie à la levodopa diminue en efficacité et occasionne certains problèmes, comme l'apparition de symptômes cycliques variant entre la rigidité du corps et la dyskinésie. D'autres molécules agissent dans le même principe que la levodopa. Il s'agit des agonistes dopaminergiques, lesquels miment l'action de la dopamine en activant les mêmes récepteurs cellulaires. Ces substances sont généralement dérivées d'un champignon reconnu pour parasiter le seigle, que l'on appelle l'ergot de seigle. Une deuxième approche favorisant l'augmentation des doses de dopamine disponibles pour le cerveau est de diminuer sa dégradation. Le catabolisme de la dopamine dans le cerveau s'effectue via deux principales voies, la voie de la catéchométhyltransférase, COMT, et la voie de la monoamine oxydase, MAO. L'action de ces substances responsables de la dégradation de la dopamine peut être inhibée par des médicaments, soit les inhibiteurs de la COMT ou de la MAO. L'utilisation des inhibiteurs de catécholométhyltransférase, COMT, montre une diminution des symptômes chez les Parkinsoniens. Finalement, la troisième façon d'augmenter la dopamine est de lutter contre le déséquilibre créé par le déficit en dopamine.
Tel que vu précédemment, ce dernier perturbe le fonctionnement normal des systèmes sympathiques et parasympathiques, lesquels dépendent des neurones adrénergiques et cholinergiques. Les médicaments anticholinergiques sont utilisés dans le but de limiter la surexpression du système cholinergique, diminuant en conséquence le déséquilibre. Parlons maintenant du développement des traitements pharmacologiques. Le but ici n'est pas de faire une recherche exhaustive et détaillée sur les investigations actuelles concernant le développement des traitements pharmacologiques antiparkinsoniens. Il est cependant pertinent de souligner que diverses approches nouvelles sont actuellement à l'étude et utilisées à moins grande échelle. Premièrement, l'utilisation d'antagonistes des récepteurs de l'adénosine A2A est une approche non dopaminergique prometteuse pour le traitement potentiel du Parkinson. Ces récepteurs favorisent la modulation de l'activité neuronale et le relargage des neurotransmetteurs, alors que son inhibition réduit les effets néfastes de la dégénérescence des neurones présents dans la substance noire. Ensuite, les protéines alpha-synucléines présentes dans le cerveau et se situant au niveau des terminaisons présynaptiques sont également ciblées par les chercheurs pour le développement de thérapies visant à ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Finalement, considérant que les mutations de la leucine riche repeat kinase 2, LRRK2, constituent la cause connue la plus répandue de la maladie de Parkinson à dominance autosomique, les inhibiteurs de LRRK2 s'avèrent pertinents pour la recherche sur les traitements de la maladie de Parkinson. Voyons maintenant la réhabilitation des personnes atteintes de Parkinson. L'activité physique procure des bienfaits sur la réadaptation et le maintien des fonctions motrices chez le Parkinsonien. En fait, il est reconnu que le fait de conserver un niveau adéquat d'activité physique aide les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à maintenir une certaine autonomie au quotidien. Différents types d'exercices sont recommandés. On peut penser à la marche, aux exercices de relèvement, aux assouplissements verticaux, à la motricité des membres supérieurs et inférieurs, à l'entretien respiratoire, ainsi. Certaines règles doivent cependant être suivies en ce qui concerne les exercices d'entretien des fonctions motrices. Tout d'abord, ils doivent être intégrés dans la journée en prévoyant une période de détente de 20 à 30 minutes après chaque séance et devraient être effectués lentement. Il est aussi important d'écouter ces signaux de fatigue afin de ne pas s'épuiser et arrêter immédiatement en cas de douleur. Finalement, les gestes brusques sont à éviter. Voici quelques résultats intéressants d'études récentes relativement aux bienfaits de l'activité physique sur le sujet parkinsonien. Premièrement, une étude pilote rétrospective suggère que des exercices de renforcement des muscles extenseurs du dos sont efficaces pour corriger la posture chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. De plus, on a noté chez la presque majorité des sujets des améliorations statistiquement significatives relativement aux activités de la vie quotidienne et les symptômes moteurs. S'agissant toutefois d'une étude de petite envergure, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer ou infirmer l'hypothèse. L'intégration d'exercices d'endurance dans le traitement des personnes atteintes de cette maladie est également supportée par la littérature. De plus, des études montrent qu'après 3 mois à faire régulièrement du tapis roulant, on peut noter une amélioration de la mobilité et la qualité de vie des clients. Ce fait a d'ailleurs été mis en évidence dans un mémoire de maîtrise de manière plus spécifique. À la fin de ce projet, on a noté une amélioration de la vitesse de marche, de la cadence, la longueur de foulée et la distance parcourue au test de 6 minutes de marche après 24 semaines, et ce, chez les 2 groupes à l'étude. Toutefois, seul le groupe TR mixte a amélioré sa qualité de vie. On a aussi noté que les individus avec les performances initiales les plus faibles sont ceux qui ont bénéficié davantage de ce type